Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de notre investigation sur le système bancaire en République démocratique du Congo. Dans la première partie de cette enquête, nous avons établi des faits documentés et irréfutables. Les banques congolaises pratiquent des tarifs qui comptent parmi les plus élevés du continent africain et du monde. 7 $ mensuels pour la tenue de compte, jusqu'à 10 $ pour un virement interbancaire. Des montants qui représentent jusqu'à 10% du salaire minimum congolais. Nous avons démontré que ces tarifs génèrent une rentabilité exceptionnelle pour le secteur bancaire. Rawbank, leader du marché, affiche une marge nette de 41,2%. Le secteur dans son ensemble atteint 25% de retour sur fonds propres, dépassant de 10 points les standards internationaux. Les commissions facturées aux clients représentent 58% des revenus bancaires, proportion parmi les plus élevées d'Afrique. Cette ponction organisée produit des conséquences mesurables. Seulement 26% des Congolais détiennent un compte bancaire. Le mobile money, moins cher, a conquis 29 millions d'utilisateurs, dépassant la bancarisation traditionnelle. Un apartheid financier exclut 74% de la population du système formel, les condamnant aux transactions en espèces risquées et aux usuriers qui facturent des taux de 200 à 300% annuels. La régulation est défaillante. L'instruction 37 de la Banque centrale du Congo, qui impose depuis 2018 la gratuité de certains services essentiels, n'est pas respectée. Aucune sanction n'a été infligée en 7 ans. L'État, actionnaire à 40% de Rawbank et percevant 8,4 millions de dollars de dividendes annuels, présente des conflits d'intérêts structurels qui le rendent complice du système. Pourtant, nous avons également montré qu'un autre chemin est possible. Le Brésil, avec son système PIX, a bancarisé 71 millions de personnes en 2 ans avec des transferts instantanés gratuits. L'Inde a ouvert 460 millions de comptes bancaires gratuits en 5 ans. Le Kenya avec M-Pesa, le Bangladesh avec Bcash. Le Ghana, avec ses réformes réglementaires, ont tous prouvé qu'une intervention politique volontariste transforme l'inclusion financière sans détruire la rentabilité bancaire. Ce soir, nous allons plus loin. Nous répondons à une question pratique et concrète. Est-il économiquement viable de créer une banque accessible en République démocratique du Congo? Une banque dont les tarifs seraient 90% inférieurs aux standards actuels. Une banque qui servirait les classes populaires et moyennes plutôt qu'une minorité aisée. Pour répondre, nous avons modélisé une banque digitale hypothétique adaptée au contexte congolais. Nous avons calculé ses coûts opérationnels, ses sources de revenus, sa trajectoire de croissance et sa rentabilité sur 5 ans. Les résultats démontrent sans ambiguïté qu'un modèle bancaire inclusif est parfaitement viable. Nous analyserons ensuite les 2 scénarios qui s'offrent à la RDC d'ici 2030. Le scénario de statu quo, qui maintient le système actuel et ses conséquences, stagnation de la bancarisation à 28%, domination croissante du mobile money, marginalisation progressive des banques traditionnelles. Et le scénario de réforme qui, par une intervention réglementaire volontariste et l'émergence d'acteurs digitaux disruptifs, bancarise 55% de la population, double le produit net bancaire du secteur et contribue à 0,3 points de croissance annuelle du PIB. Nous établirons également, par un exercice d'indexation au coût de la vie européen, l'inacceptabilité absolue des tarifs actuels. Nous montrerons qu'un Congolais paie pour ses services bancaires de base l'équivalent de ce qu'un Parisien paierait 23,80 € mensuels, somme qu'aucun Européen n'accepterait. Enfin, nous examinerons la responsabilité de l'État congolais à travers ses conflits d'intérêts structurels et sa complicité passive qui protège les intérêts bancaires au détriment de dizaines de millions de Congolais. Les solutions existent. Les modèles ont été testés avec succès sur d'autres continents. Les technologies sont disponibles. La demande est massive, comme le prouve le succès du mobile money. Ce qui manque, c'est uniquement la volonté politique
de réguler le secteur bancaire et de créer les infrastructures publiques nécessaires. Cette deuxième partie de notre enquête établira que le choix entre statu quo et transformation est un choix politique. Un choix qui déterminera si la RDC gouverne pour une minorité privilégiée ou pour l'ensemble de sa population. Un choix qui se fera dans les 18 à 24 prochains mois. Commençons par examiner concrètement comment créer une banque digitale viable en RDC. Les défaillances du système bancaire actuel et les succès internationaux de réformes bancaires appellent une question pratique. Est-il économiquement viable de créer une banque accessible en RDC? Pour répondre concrètement à cette interrogation, nous avons modélisé une banque digitale hypothétique adaptée au contexte congolais. Cette simulation basée sur des données réelles et des comparaisons avec des néobanques africaines établies démontre qu'un modèle bancaire inclusif et rentable est parfaitement réalisable. L'absence d'un tel acteur ne résulte donc pas d'une impossibilité économique, mais d'une absence d'ouverture réglementaire et de volonté entrepreneuriale. Cette banque hypothétique reposerait sur une infrastructure entièrement numérique, éliminant les coûts fixes massifs des agences physiques. Aucune agence propriétaire, aucun coffre-fort, aucun personnel de guichet. Les opérations bancaires s'effectueraient via application mobile pour les utilisateurs de smartphones, 62% de la population urbaine, et via code USSD pour les téléphones basiques, 38% restants, garantissant l'inclusion de tous. Un réseau de 15 000 agents répartis sur le territoire assurerait les dépôts et retraits en espèces. Ces agents seraient des épiciers, des pharmacies, des kiosques existants qui ajouteraient les services bancaires à leurs activités actuelles, générant un revenu complémentaire. Ce modèle d'agence bancaire déléguée, inspiré de M-Pesa au Kenya et de Bcash au Bangladesh, divise les coûts opérationnels par 10 par rapport à des agences propriétaires. L'ouverture de compte serait totalement gratuite. La vérification d'identité s'effectuerait via les cartes d'identité nationales, les permis de conduire ou les documents équivalents, avec validation biométrique par photo via l'application mobile. Le processus complet prendrait 15 minutes. La tenue de compte serait gratuite sans condition de solde minimum, éliminant le principal frein à la bancarisation des classes populaires. La carte bancaire coûterait 10 $ annuels, soit la moitié des tarifs actuels. Les retraits au point agent seraient gratuits jusqu'à 3 opérations mensuelles, facturés 0,30 $ au dollar. Les virements internes entre clients de la banque seraient totalement gratuits. Les virements interbancaires coûteraient 0,50 $ par opération, soit 10 à 20 fois moins cher que les tarifs actuels. Les fonctionnalités incluraient la consultation de soldes gratuite et illimitée, les paiements de factures avec commission de 0,20 $, l'achat de crédits téléphoniques sans frais, les virements programmés gratuits pour automatiser les paiements récurrents. Un compte épargne rémunéré à 3% annuel serait accessible dès 10 $ de dépôt, encourageant l'épargne formelle. Le microcrédit constituerait un service clé de différenciation. Les prêts de 50 à 500 $ seraient accessibles après 3 mois d'activité du compte et un historique transactionnel positif. Le taux d'intérêt s'établirait à 12% annuel, soit la moitié des taux des institutions de microfinance établies. Le remboursement s'effectuerait par prélèvement automatique mensuel. L'évaluation du risque reposerait sur un scoring algorithmique analysant l'historique transactionnel du client, régularité des dépôts, niveau des soldes, stabilité des revenus. Ce modèle de crédit basé sur les données comportementales, inspiré de Branch et Tala qui opèrent au Kenya et au Nigeria, permet d'accorder des crédits à des personnes sans historique bancaire traditionnel. Un commerçant qui reçoit régulièrement des paiements sur son compte et maintient un solde stable deviendrait éligible au crédit, même sans fiche de paye ni garantie matérielle. Le programme d'éducation financière ferait partie intégrante de l'offre. Des SMS hebdomadaires avec conseils de gestion budgétaire, des vidéos tutoriels accessibles via l'application sur des sujets comme l'épargne, l'investissement, la protection contre la fraude,
des ateliers gratuits dans les marchés et centres communautaires. L'objectif viserait 50 000 personnes formées sur 5 ans, créant une culture de littératie financière. Le coût opérationnel par client s'établirait à 1 $ mensuel, contre 5 à 7 $ pour une banque traditionnelle avec agence physique. Cette réduction de 80% découlerait de l'automatisation complète des processus, de l'absence d'agences physiques coûteuses, de l'externalisation des dépôts et retraits aux agents indépendants qui supportent leurs propres coûts immobiliers. Les revenus proviendraient de sources diversifiées. Les frais de transaction généreraient en moyenne 8 $ annuels par client actif. Virements interbancaires, paiement de factures, retrait au-delà du quota gratuit. Les intérêts sur microcrédit produiraient 6 $ annuels par emprunteur, avec un taux de pénétration anticipé de 15% des clients. Les services premium, notamment une carte Gold à 25 $ annuels avec plafond supérieur. Assurance voyage et assistance incluse capteraient 5% des clients les plus aisés. Les partenariats commerciaux avec opérateurs télécoms, compagnies d'assurance et fournisseurs de services généreraient des commissions d'apporteurs d'affaires. Les projections financières s'établissent sur 5 ans avec des hypothèses conservatrices. La première année viserait 100 000 clients avec un investissement initial de 8 millions de $. Développement technologique, 3,5 millions. Licence et réglementation, 1 million. Marketing et acquisition client, 2,5 millions. Fonds de roulement, 1 million. Les coûts d'exploitation atteindraient 1,8 million de $. Technologique et maintenance, 600 000. Réseau d'agents, 400 000. Personnel, 500 000. Marketing continu, 300 000. Les revenus s'élèveraient à 1,2 million de $. La perte nette serait de 8,6 millions de $, normal pour une start-up bancaire. La deuxième année ciblerait 300 000 clients grâce aux bouche à oreille et aux campagnes marketing intensifiées. Les coûts d'exploitation monteraient à 4,2 millions de $, avec l'expansion du réseau d'agents. Les revenus atteindraient 4,8 millions de $. Le bénéfice opérationnel serait de 0,6 millions de $. La perte nette cumulée s'établirait à 8 millions de $ après amortissement des investissements initiaux. Mais la trajectoire serait positive. La troisième année viserait 600 000 clients avec un taux de croissance de 100% maintenu. Les coûts d'exploitation s'élèveraient à 7,8 millions de $. Les revenus atteindraient 10,8 millions de $ avec le développement des microcrédits et des services premium. Le bénéfice net serait de 3 millions de $. Le seuil de rentabilité serait franchi, validant le modèle économique. La quatrième année capterait 850 000 clients avec un taux de croissance ralentissant naturellement. Les coûts d'exploitation monteraient à 10,8 millions de $. Les revenus atteindraient 16,2 millions de $ avec la maturation du portefeuille de crédit. Le bénéfice net s'établirait à 5,4 millions de $. Le retour sur investissement cumulé deviendrait positif. La cinquième année atteindrait 1 million de clients, objectif ambitieux mais réaliste au regard des 29 millions d'utilisateurs de Mobile Money. Les coûts d'exploitation s'élèveraient à 12,6 millions de $. Les revenus atteindraient 19,8 millions de $. Le bénéfice net serait de 7,2 millions de $. La marge nette s'établirait à 36,4%, niveau excellent. Le retour sur investissement cumulé sur 5 ans atteindrait 7,6 millions de $, soit un retour de 95% sur l'investissement initial de 8 millions de $. Ce niveau de rentabilité se comparerait favorablement aux standards des néobanques africaines établies comme Time Bank en Afrique du Sud, rentable en 4 ans, ou Kuda Bank au Nigeria. L'impact économique dépasserait largement les seuls bénéfices de la banque. 1 million de clients signifierait 1 million de personnes bancarisées supplémentaires, augmentant le taux de bancarisation congolais de 1 point de pourcentage. Les transactions formalisées faciliteraient la collecte fiscale, générant des recettes publiques additionnelles
estimé à 4 millions de dollars annuels via la TVA sur les transactions et l'impôt sur les bénéfices commerciaux traçables. Les microcrédits distribués soutiendraient 50 000 micro-entreprises sur 5 ans. Ces financements permettraient à des commerçants d'augmenter leur stock, à des artisans d'acheter des équipements, à des agriculteurs périurbains de financer leurs intrants. Ces crédits créeraient ou consolideraient environ 4 000 emplois dans le secteur informel en voie de formalisation. La contribution au PIB congolais s'élèverait à 0,15% annuellement à partir de la 3e année. Les emplois directs créés par la banque atteindraient 150 personnes au siège, développeurs, gestionnaires de risques, services clients, marketing, administration. 50 personnes dans les équipes régionales de supervision des agents, 15 000 agents indépendants générant un revenu complémentaire moyen de 50 $ mensuels. Au total, 1500 personnes bénéficieraient directement de revenus liés à cette banque. La viabilité de ce modèle dépend de plusieurs conditions qui relèvent de la volonté politique et de la capacité de partenariat. Un cadre réglementaire favorable s'avère indispensable. L'obtention d'une licence bancaire en 12 mois maximum, l'autorisation du modèle digital sans agence physique obligatoire, la possibilité de déléguer les opérations de cash aux agents agréés, la Banque centrale du Congo devrait adapter sa réglementation, conçue pour des banques traditionnelles avec agence, aux réalités des banques digitales modernes. Le Rwanda et le Kenya ont créé des catégories réglementaires spécifiques pour les banques digitales, simplifiant les exigences de capital et d'infrastructures physiques. Un partenariat stratégique avec les opérateurs télécoms multiplierait les chances de succès. L'intégration au système de mobile money existant, l'utilisation des canaux USSD pour l'accès universel, des accords de distribution via les réseaux d'agents télécoms, Vodacom, Airtel et Orange disposent déjà de 22 000 points de service utilisables. Un partenariat permettrait d'éviter de reconstruire un réseau de distribution de zéro. Un investissement en technologie sécurisée garantirait la confiance des utilisateurs. La protection des données bancaires selon les standards internationaux, PCI DSS, la disponibilité du service à 99,9% avec infrastructure redondante, la capacité de traiter 10 millions de transactions mensuelles dès la 3e année. Les coûts technologiques représenteraient 35% de l'investissement initial, mais constitueraient l'avantage concurrentiel durable. Une campagne de communication massive toucherait 15 millions de Congolais urbains en 18 mois via spot radio en Lingala, Swahili, Kikongo et Chiluba, affichage dans les marchés et gares routières, démonstration dans les espaces publics avec des ambassadeurs de marque. Le coût d'acquisition client s'établirait à 8 $, amorti en 10 mois d'utilisation moyenne. Les risques identifiés sont significatifs mais gérables. La réaction des banques établies constitue le premier risque. Elles pourraient faire pression sur le régulateur pour bloquer l'agrément, imposer des contraintes réglementaires discriminatoires ou lancer une guerre des prix temporaires pour étouffer le nouvel entrant. La riposte consisterait en une alliance avec les opérateurs télécoms déjà agréés comme institutions financières. Une communication publique forte sur les bénéfices pour les consommateurs et un lobbying auprès du Parlement et de la société civile. Le risque technologique de défaillance du système provoquerait une perte de confiance immédiate et irrémédiable. La mitigation reposerait sur une infrastructure redondante hébergée sur 3 data centers indépendants, Kinshasa, Lubumbashi, Cloud International. Un plan de continuité testé mensuellement. Une assurance cybersécurité couvrant les pertes clients jusqu'à 10 millions de dollars. Le risque de crédit sur les microcrédits nécessiterait une gestion prudente. Un taux de défaut de 8% est anticipé, comparable aux institutions de microfinance établies. Les provisions pour créances douteuses représenteraient 10% de l'encours de crédit. Le scoring algorithmique, basé sur l'historique transactionnel, limiterait les prêts aux clients présentant un comportement financier stable sur au moins 3 mois.
Le risque réglementaire d'instabilité du cadre juridique imposerait une veille permanente. Un dialogue continu avec la Banque centrale du Congo anticiperait les évolutions réglementaires. Une conformité exemplaire sur tous les aspects, lutte anti-blanchiment, protection des données, transparence tarifaire, éviterait les sanctions et construirait une réputation de partenaire fiable. Ce modèle de banque digitale n'est pas théorique. Il s'inspire directement de réussites africaines documentées. Equity Bank au Kenya a commencé avec un modèle similaire en 2004, ciblant les populations exclues avec des tarifs accessibles. Elle compte aujourd'hui 14 millions de clients et affiche une rentabilité de 18,7%. Time Bank en Afrique du Sud, lancé en 2018 avec un modèle entièrement digital, a capté 5 millions de clients en 4 ans et atteint la rentabilité en 2022. Kuda Bank au Nigeria, lancé en 2019, compte 3 millions d'utilisateurs et a levé 90 millions de dollars auprès d'investisseurs internationaux convaincus par son modèle. La transposition au contexte congolais nécessite des adaptations évidentes. La pénétration smartphone de 62% impose le maintien du canal USSD pour les 38% restants. L'instabilité électrique exige des solutions de backup pour les agents avec batterie et panneaux solaires. La méfiance envers les institutions financières formelles requiert un effort d'éducation et de communication intensif avec des ambassadeurs communautaires crédibles. Ces adaptations n'invalident pas le modèle. Elles en définissent les conditions d'implémentation. La viabilité économique reste établie. La rentabilité est atteignable dès la 3e année. L'impact social détasse largement les bénéfices financiers directs. L'existence d'un modèle alternatif viable démontre de manière irréfutable que les tarifs actuels des banques congolaises ne résultent pas d'une fatalité économique. Ils constituent un choix stratégique conscient, favorisant la marge élevée sur faible volume plutôt que le volume élevé sur faible marge. Ce choix maximise les profits à court terme au détriment de l'inclusion financière et du développement économique à long terme. Pour visualiser concrètement l'absurdité des tarifs bancaires congolais, un exercice d'indexation au coût de la vie européen s'impose. Cette comparaison permet de comprendre la pression réelle que ces frais exercent sur le budget des ménages congolais. Parallèlement, l'analyse de la posture de l'État congolais révèle une responsabilité majeure dans le maintien de ce système prédateur, à travers des conflits d'intérêts structurels et une complicité passive qui protège les intérêts bancaires au détriment de la population. L'indice du coût de la vie de Numbeo établit que Kinshasa est 3,4 fois moins cher que Paris en 2024. Concrètement, avec 100 $, un Quinois peut acheter ce qu'un Parisien achète avec 340 €. Un service facturé 7 $ à Kinshasa exerce donc la même pression sur le budget qu'un service facturé 23,80 € à Paris en termes de sacrifice de pouvoir d'achat. Les frais de tenue de compte bancaire en RDC, facturés 7 $ mensuels, correspondent à un équivalent parisien de 23,80 €. Or, les banques françaises traditionnelles appliquent des frais de tenue de compte moyens de 2 à 3 € mensuels. Les néobanques françaises comme Boursorama, Fortunéo, Hello Bank proposent la tenue de compte totalement gratuite. Un Congolais paie donc l'équivalent de 8 à 12 fois plus qu'un Français pour le même service de base. Un virement interbancaire facturé 8 $ en RDC équivaut à 27,20 € à Paris. Or, les virements SEPA en France sont gratuits ou facturés entre 0 et 1 € selon les établissements. Les virements instantanés, disponibles en quelques secondes, coûtent au maximum 1 €. Un Congolais paie donc l'équivalent de 27 fois plus qu'un Français pour transférer de l'argent entre deux banques de son propre pays. Une carte bancaire facturée 20 $ annuels en RDC correspond à 68 € à Paris en pression budgétaire. Les cartes bancaires françaises coûtent entre 0 et 45 € annuels selon le niveau de service.
Les cartes de base avec autorisation systématique sont souvent gratuites. Les cartes Visa Premier ou Mastercard Gold, qui offrent des assurances voyage et des plafonds élevés, coûtent 40 à 45 euros. Un Congolais paie donc pour une carte de base l'équivalent d'une carte premium française. Cette indexation démontre de manière éclatante qu'une banque congolaise transplantée en France, avec ses tarifs actuels, serait 9,5 fois plus chère qu'une banque traditionnelle française et environ 20 fois plus chère qu'une néobanque. Aucun client français n'accepterait de tels tarifs une seule seconde. Aucun régulateur européen ne les autoriserait. Les associations de consommateurs déclencheraient immédiatement des recours collectifs. Le scandale serait national. Les Congolais subissent quotidiennement des tarifs que les Européens, pourtant beaucoup plus riches, refuseraient catégoriquement. Cette asymétrie tarifaire ne repose sur aucune justification économique rationnelle. Elle constitue une forme de prédation financière rendue possible uniquement par la faiblesse réglementaire, l'absence d'alternatives accessibles et l'impunité dont jouissent les banques. L'État congolais porte une responsabilité majeure et multiforme dans le maintien de ce système bancaire prédateur. Cette responsabilité s'exerce à plusieurs niveaux qui se renforcent mutuellement. La Banque centrale du Congo applique de manière laxiste la réglementation existante. L'instruction 37 sur la gratuité de certains services, promulguée en 2018, n'est respectée que partiellement. Aucune sanction n'a été infligée à aucun établissement pour non-respect de cette instruction en 7 ans d'existence. Les amendes prévues par la loi bancaire ne sont jamais appliquées. Cette absence totale de sanctions transforme la réglementation en simple déclaration cosmétique sans portée contraignante. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo n'a publié aucun rapport sur l'application de l'instruction 37 depuis sa promulgation. Les statistiques sur les plaintes des consommateurs bancaires ne sont pas rendues publiques, empêchant tout débat démocratique informé. La transparence tarifaire imposée aux banques n'est pas contrôlée. Les inspections bancaires se concentrent sur les ratios prudentiels et la solvabilité, ignorant systématiquement la protection des consommateurs. Le Parlement congolais n'a adopté aucune loi renforçant la protection des consommateurs bancaires depuis 2015. Les propositions de loi déposées par l'opposition sur le plafonnement des frais bancaires, inspirées des exemples rwandais et ghanéens, n'ont jamais été examinées en commission. Elles sont systématiquement enterrées sans débat, suggérant des pressions efficaces du lobby bancaire sur les parlementaires. Le ministère de l'Économie nationale dispose d'une direction de protection des consommateurs dotée de 12 agents pour l'ensemble du territoire national. Ce sous-effectif chronique et volontaire empêche tout contrôle effectif. Avec 12 agents, il est matériellement impossible de traiter les centaines de plaintes annuelles, de mener des inspections dans les agences bancaires et de poursuivre les établissements en infraction. Cette paralysie administrative n'est pas accidentelle, elle est organisée. L'État congolais maintient des relations financières étroites avec les banques commerciales qui créent des conflits d'intérêts structurels impossibles à résoudre sans réforme profonde. Les institutions publiques détiennent 40% du capital de Rawbank, la plus grande banque du pays, via la Caisse nationale de sécurité sociale et la Société nationale d'électricité. Cette participation génère des dividendes substantiels qui alimentent les budgets de ces institutions publiques chroniquement sous-financées. La Caisse nationale de sécurité sociale a perçu 8,4 millions de dollars de dividendes de Rawbank en 2023. Ces dividendes proviennent directement des marges élevées que la banque réalise sur les frais facturés aux Congolais. L'État est donc financièrement intéressé au maintien des tarifs élevés. Les cadres dirigeants des banques congolaises entretiennent des liens personnels étroits avec le pouvoir politique. Les présidents des conseils d'administration des 3 principales banques congolaises ont tous occupé des fonctions ministérielles, de conseillers présidentiels
ou de directeurs généraux d'entreprises publiques stratégiques. Cette circulation des élites entre secteur bancaire et pouvoir politique crée une communauté d'intérêts qui transcende les frontières institutionnelles. La stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2028, adoptée officiellement par le gouvernement avec fanfare médiatique, fixe l'objectif ambitieux d'atteindre 65% de taux d'inclusion financière d'ici 2028. Le document de 87 pages ne mentionne à aucun moment le problème des frais bancaires élevés comme obstacle majeur à cet objectif pourtant évident. Les mesures proposées se concentrent exclusivement sur la multiplication des agences bancaires dans les zones rurales, la sensibilisation du public aux avantages de la bancarisation et le développement de l'éducation financière. Aucune mesure ne concerne la régulation tarifaire, le plafonnement des frais, la transparence des grilles tarifaires ou la création d'une infrastructure publique de paiement comme Pix au Brésil. Cette cécité volontaire dans un document stratégique national révèle une absence totale de volonté réformiste au plus haut niveau de l'État. Le gouvernement congolais, à travers ses participations dans les banques, les liens personnels entre élites politiques et bancaires et son inaction réglementaire délibérée, a fait le choix conscient de préserver les intérêts du secteur bancaire plutôt que de protéger le pouvoir d'achat de la population et de favoriser l'inclusion financière. Cette complicité passive, mais active par ses conséquences, transforme le système bancaire congolais en mécanisme institutionnalisé d'extraction de richesses qui appauvrit les classes populaires et moyennes pour enrichir une minorité d'actionnaires et de dirigeants bancaires. L'État, censé être le garant de l'intérêt général, est devenu complice d'une ponction systématique qui freine le développement économique du pays. L'évolution du secteur bancaire congolais au cours des 5 prochaines années dépend fondamentalement des décisions qui seront prises ou non par les autorités et de l'émergence ou non d'acteurs disruptifs. 2 trajectoires radicalement différentes se dessinent, chacune avec des conséquences mesurables et durables sur l'économie congolaise et le niveau de vie de la population. Ces scénarios ne relèvent pas de la spéculation abstraite, ils correspondent à des trajectoires historiquement observées dans d'autres pays qui ont fait des choix différents face à des situations similaires. Le scénario de statu quo prolonge la situation actuelle sans changement structurel. Les banques congolaises maintiennent leurs tarifs élevés, protégés par l'inertie réglementaire et les conflits d'intérêts de l'État. La Banque centrale du Congo continue d'appliquer mollement la réglementation existante sans imposer de nouvelles contraintes. Aucune sanction n'est infligée pour non-respect de l'instruction 37. Le Parlement n'adopte aucune loi de protection des consommateurs bancaires. Dans ce scénario, le taux de bancarisation stagne et progresse minimalement pour atteindre seulement 28% de la population adulte en 2030, soit une augmentation de 2 points en 5 ans. Cette croissance anémique résulte uniquement de l'expansion démographique et de l'urbanisation, non d'une amélioration de l'accessibilité des services bancaires. Le mobile money, en revanche, continue sa progression explosive et atteint 45 millions d'utilisateurs en 2030, soit 47% de la population. Le différentiel entre mobile money et bancarisation traditionnelle s'élargit à 19 points, démontrant le rejet massif du système bancaire formel par la population. Les banques congolaises maintiennent leur rentabilité élevée à court terme. Leur nombre de clients progresse faiblement, de 2,8 millions en 2024 à 3,2 millions en 2030. Leur produit net bancaire augmente de 15% en 5 ans, porté principalement par l'inflation et la croissance économique modeste, non par l'expansion de leur base de clientèle. Cependant, leur pertinence économique diminue progressivement. Elles deviennent des institutions servant exclusivement une élite urbaine restreinte, déconnectée de la majorité de la population et de l'économie réelle. Leur part dans les transactions totales de l'économie congolaise passe de 40% en 2024 à 25% en 2030,
le reste étant capté par le mobile money et les circuits informels. Le secteur informel se renforce structurellement. Les flux financiers échappent davantage au contrôle de l'État. Les transactions en espèces représentent 88% de la masse monétaire en circulation en 2030, contre 85% en 2024. Les recettes fiscales stagnent en pourcentage du PIB, l'État ne parvenant pas à taxer efficacement une économie largement informelle. L'économie congolaise reste fragmentée entre un secteur formel étroit, surbancarisé et surimposé, et un secteur informel dominant, sous-bancarisé et échappant à la fiscalité. Cette dualité perpétue les inégalités structurelles. Les riches accèdent au crédit bancaire à des taux raisonnables. Les pauvres recourent aux usuriers informels à des taux de 200 à 300% annuels. La mobilité sociale reste bloquée. Les transferts de la diaspora, source vitale de devises, continuent de transiter massivement par les circuits informels. Sur 2,8 milliards de dollars de transferts annuels en 2030, croissance de 33% en 5 ans, seulement 30% passent par les canaux formels, contre 70% par les réseaux informels. L'État perd des centaines de millions de dollars en frais de change et en traçabilité fiscale. Ce scénario n'est pas hypothétique. Il correspond à la trajectoire qu'ont suivi de nombreux pays africains où les banques ont maintenu des tarifs élevés sans intervention réglementaire. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire avant 2015 et le Mozambique présentent des profils similaires. Taux de bancarisation faible malgré une économie en croissance, domination du mobile money, secteur bancaire rentable mais marginal. Le scénario de réforme applique une intervention volontariste de l'État combinée à l'émergence d'une banque digitale disruptive, inspirée des modèles brésiliens, indiens et kenyans. La Banque centrale du Congo adopte en 2026 une réglementation contraignante imposant des plafonds tarifaires stricts après une consultation publique large. Les frais de tenue de compte sont limités à 2 $ mensuels maximum. Les virements électroniques interbancaires deviennent gratuits via la création d'un système de paiement instantané public, financé par une contribution obligatoire des banques. Un médiateur bancaire indépendant est institué avec pouvoir d'injonction et de sanction. Les banques sont contraintes de publier mensuellement leur grille tarifaire complète en ligne. Simultanément, une licence bancaire est accordée en 2026 à un consortium composé d'un opérateur télécom, d'un investisseur international spécialisé dans les fintechs africaines et d'entrepreneurs congolais. Cette banque digitale lance ses opérations début 2027 avec une offre tarifaire 90% inférieure aux standards actuels. Tenue de compte gratuite, virement interne gratuit, virement interbancaire à 0,50 $, retrait aux agents à 0,30 $. Les banques traditionnelles protestent vigoureusement. Certaines menacent publiquement de réduire leurs activités ou de quitter le marché congolais. Le gouverneur de la Banque centrale, soutenu politiquement par le président de la République, qui a fait de l'inclusion financière une priorité nationale, maintient fermement sa décision. Le ministre de l'Économie lance une campagne de communication expliquant les bénéfices attendus pour la population. La banque digitale lance une campagne marketing massive en Lingala, Swahili, Kikongo et Chiluba. Des démonstrations publiques dans les marchés attirent des foules. Les premiers 100 000 clients s'inscrivent en 3 mois. Le bouche à oreille accélère l'adoption. Les banques établies, confrontées à une hémorragie de clients, sont contraintes d'adapter leurs modèles économiques sous peine de disparition. Elles lancent leurs propres applications mobiles pour concurrencer l'acteur digital. Elles réduisent leurs frais pour rester compétitives, alignant progressivement leurs tarifs sur les plafonds réglementaires. Elles automatisent leurs processus, réduisent leurs coûts opérationnels de 40% en fermant des agences physiques peu fréquentées. Elles développent des services additionnels payants
assurance, gestion patrimoniale, conseil aux entreprises. Crédit immobilier. Une course à l'innovation s'engage, bénéficiant directement aux consommateurs. Le nombre de comptes bancaires explose. La banque digitale capte 1 million de clients en 5 ans comme projeté. Les banques traditionnelles, qui se sont adaptées rapidement, conservent leurs clients existants et en gagnent de nouveaux attirés par la baisse des tarifs. Les banques qui ont résisté au changement perdent des parts de marché, mais survivent en se concentrant sur les grandes entreprises et les particuliers fortunés. Le taux de bancarisation atteint 55% de la population adulte en 2030, soit un doublement par rapport à 2024. Cette progression de 29 points représente 29 millions de Congolais nouvellement bancarisés qui accèdent aux services financiers formels, à l'épargne sécurisée et potentiellement au crédit. Le produit net bancaire du secteur augmente de 45% en 5 ans, malgré la baisse des tarifs unitaires. Ce paradoxe apparent s'explique par l'explosion du volume. 55% de la population bancarisée, générant des revenus à marge réduite, produit davantage de revenus totaux que 26% de la population à marges élevées. La rentabilité moyenne du secteur s'établit à 15%, niveau satisfaisant pour les investisseurs internationaux et supérieur aux standards européens. L'économie congolaise bénéficie massivement de cette transformation financière. La formalisation progresse substantiellement. Les transactions traçables permettent à l'État d'élargir l'assiette fiscale. Les recettes fiscales augmentent de 280 millions de dollars sur 5 ans grâce à la TVA sur les transactions formalisées, à l'impôt sur les bénéfices des entreprises devenues traçables et aux taxes sur les transactions financières. L'accès au crédit s'élargit considérablement. Les banques digitales et traditionnelles distribuent 50 000 microcrédits annuellement contre 8 000 en 2024. Ces crédits, basés sur l'historique transactionnel plutôt que sur des garanties matérielles, financent des investissements productifs. Stock de marchandises pour les commerçants, équipements pour les artisans, intrants pour les agriculteurs périurbains. Les investissements productifs financés par ces microcrédits génèrent une croissance économique additionnelle. La contribution directe de l'inclusion financière à la croissance du PIB s'établit à 0,3 points de pourcentage annuel, représentant 1,5 point cumulé sur 5 ans. Sur une économie de 60 milliards de dollars, cela représente 900 millions de dollars de PIB additionnel directement attribuables à la réforme bancaire. Les emplois créés totalisent 18 000 postes directs dans le secteur financier élargi, banque digitale, agents, développeurs, gestionnaires de risques, et 45 000 emplois indirects dans l'écosystème des services financiers numériques, formation, maintenance, infrastructure. Au total, 53 000 emplois formels supplémentaires en 5 ans. Les envois de la diaspora transitent davantage par les canaux formels grâce à la réduction drastique des frais. En 2030, 65% des 2,8 milliards de dollars de transferts passent par les circuits formels contre 30% en 2024. Cette formalisation réduit les coûts de 7% en moyenne, générant 147 millions de dollars d'économies cumulées pour les familles congolaises sur 5 ans. Ces sommes, auparavant captées par les intermédiaires, restent dans les poches des bénéficiaires et alimentent la consommation locale. L'épargne formelle progresse spectaculairement. Les dépôts bancaires totaux passent de 8 milliards de dollars en 2024 à 18 milliards en 2030. Cette épargne formalisée devient disponible pour financer des investissements productifs à long terme, infrastructures, industrie, agriculture commerciale. Le ratio crédit privé PIB passe de 7,8% à 16%, se rapprochant progressivement de la moyenne africaine. Ces deux scénarios ne relèvent pas de la spéculation abstraite. Ils correspondent à des trajectoires historiquement observées dans d'autres pays africains et émergents qui ont fait des choix différents. Le Kenya, l'Inde, le Brésil, le Bangladesh et le Ghana
ont suivi le scénario de réforme. Leur taux de bancarisation a explosé. Leur économie s'est formalisée. Leur secteur bancaire a adapté ses modèles et maintenu sa rentabilité. Leur croissance économique s'est accélérée grâce à l'inclusion financière. Le Cameroun, le Mozambique et la Côte d'Ivoire avant 2015 illustraient le scénario de statu quo. Leur taux de bancarisation est resté faible. Leur économie est demeurée largement informelle. Leur secteur bancaire est resté rentable mais marginal. Leur potentiel de croissance est resté bridé par l'exclusion financière de la majorité. Le choix entre ces deux trajectoires appartient aux autorités congolaises. Ce choix se fera dans les 18 à 24 prochains mois. Soit la Banque centrale du Congo adopte une réglementation contraignante et ouvre le marché à des acteurs digitaux disruptifs, soit elle maintient le statu quo par inertie et protection des intérêts établis. Ce choix déterminera la capacité de l'économie congolaise à se moderniser, à réduire les inégalités, à formaliser ses activités et à améliorer le niveau de vie de dizaines de millions de Congolais. C'est un choix de société qui révélera si l'État congolais gouverne pour une minorité privilégiée ou pour l'ensemble de la population. L'investigation conduite au cours des 6 derniers mois, basée sur l'analyse de documents officiels, de bilans financiers, de données comparatives internationales et de témoignages de consommateurs, établit un constat irréfutable et documenté. Le système bancaire congolais applique des tarifs qui comptent parmi les plus élevés d'Afrique et du monde en termes de pression sur le pouvoir d'achat des populations. Ces tarifs ne se justifient pas par des coûts opérationnels proportionnellement supérieurs ni par des risques exceptionnels. Les frais de tenue de compte en RDC sont 70 fois supérieurs à ceux du Nigeria pour un contexte sécuritaire comparable. Les retraits interbancaires coûtent 4,3 fois plus cher qu'au Sénégal. Les virements interbancaires sont 10 à 20 fois plus chers que dans les pays ayant développé des systèmes de paiement instantanés comme le Brésil avec Pix ou l'Inde avec UTI. Les banques congolaises affichent des niveaux de rentabilité exceptionnels. Un retour sur fonds propres moyen de 25% pour le secteur, 41,2% de marge nette pour Robank, des coefficients d'exploitation inférieurs à 50%, démontrent que les charges opérationnelles ne contraignent nullement la capacité bénéficiaire. Les commissions facturées aux clients représentent 58% du produit net bancaire, soit 15 points au-dessus de la moyenne africaine et le double des standards européens. Cette situation produit des effets mesurables et délétères. Un taux de bancarisation de 26% place la RDC parmi les pays les moins inclusifs financièrement du continent. Les 29 millions d'utilisateurs de mobile money dépassent de 4,5 points le nombre de détenteurs de comptes bancaires, révélant une migration massive vers des solutions alternatives moins chères. Le taux de crédit au secteur privé, de 7,8% du PIB, 3 fois inférieur à la moyenne africaine, illustre l'exclusion de la majorité des Congolais du financement productif. La régulation bancaire présente des défaillances structurelles qui confinent à la complicité. L'instruction 37 de la Banque centrale du Congo, qui impose la gratuité de certains services essentiels depuis 2018, n'est pas appliquée. Aucune sanction n'a été infligée en 7 ans. Le taux de résolution des plaintes des consommateurs s'établit à 7%, témoignant d'une impuissance organisée des mécanismes de protection. L'État congolais porte une responsabilité directe et multiforme. Les participations publiques de 40% dans Robank créent des conflits d'intérêts structurels. L'État perçoit 8,4 millions de dollars de dividendes annuels provenant directement des marges élevées. Les liens personnels entre élites politiques et bancaires favorisent l'impunité. La stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2028 ne mentionne pas une seule fois les frais bancaires élevés comme obstacle, révélant une cécité volontaire. Les comparaisons internationales établissent qu'un modèle bancaire accessible est économiquement viable. Le Brésil, avec Pix, a bancarisé 71,5 millions de personnes en 2 ans avec des transferts gratuits.
l'Inde a ouvert 460 millions de comptes bancaires gratuits en 5 ans. Le Bangladesh, avec bKash, traite 300 millions de transactions mensuelles à des frais de 0,15%. Le Ghana a imposé la gratuité des virements interbancaires sans détruire la rentabilité bancaire. La simulation d'une banque digitale congolaise démontre qu'un modèle avec tenue de compte gratuite, virement à 0,50 $ et retrait à 0,30 $ atteindrait une rentabilité de 36% en 5 ans. L'investissement initial de 8 millions de dollars serait amorti en 4 ans. 1 million de clients seraient captés en 5 ans. L'impact économique inclurait 63 000 emplois créés, 280 millions de dollars de recettes fiscales additionnelles et 0,3 points de croissance annuelle du PIB. Les données collectées, les bilans analysés, les comparaisons établies convergent vers une conclusion sans ambiguïté. Le système bancaire congolais organise une ponction financière sur la population qui ne se justifie ni par les coûts réels ni par les risques encourus. Cette ponction freine le développement économique, perpétue l'exclusion financière de 74% de la population et enrichit une minorité d'actionnaires et de dirigeants bancaires au détriment de l'intérêt général. Les autorités congolaises disposent des instruments réglementaires pour réformer ce système. Le Brésil, l'Inde, le Bangladesh, le Kenya et le Ghana l'ont fait avec succès. La Banque centrale du Congo pourrait adopter une réglementation imposant des plafonds tarifaires stricts, créer un système de paiement instantané public, instituer un médiateur bancaire avec pouvoir de sanction et ouvrir le marché à des acteurs digitaux disruptifs. Les banques congolaises survivraient et s'adapteraient, comme leurs homologues brésiliennes, indiennes et kenyanes. Leur rentabilité baisserait de 25% à 15%, niveau encore excellent. Leur pertinence économique augmenterait en servant 55% de la population plutôt que 26%. Leur contribution au développement économique serait multipliée. La volonté politique déterminera si ces instruments seront utilisés. Le choix se fera dans les 18 à 24 prochains mois. Soit la RDC suivra la trajectoire brésilienne et kenyane de transformation inclusive, soit elle maintiendra le statu quo qui enrichit une minorité en appauvrissant la majorité. Ce reportage a documenté l'ampleur de la ponction et la viabilité des alternatives. La responsabilité des décisions à venir appartient désormais aux autorités congolaises et à la population qui doit exiger des comptes. Les Congolais méritent un système bancaire qui les sert plutôt qu'un système qui les exploite. Les exemples internationaux prouvent que c'est possible. Les simulations économiques démontrent que c'est viable. Seule la volonté politique manque. L'information est désormais établie. À la population congolaise et à ses représentants d'en tirer les conséquences. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Ce reportage s'appuie sur les sources suivantes: documents officiels, rapports annuels de Robank 2023-2024, instructions 17 et 37 de la Banque centrale du Congo, données de l'ARPTC sur le mobile money, stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2028. Sources médiatiques congolaises, Radio Okapi, février 2024, Congo quotidien, juillet 2024, Desk Echo, juillet 2024, Bankable Africa, avril 2025, Données internationales comparatives, Banque mondiale, statistiques de pauvreté et transfert de la diaspora, African Development Bank Group, Banking in Africa Report 2024, données officielles des banques centrales du Kenya, du Rwanda, du Nigeria, du Sénégal, du Brésil et de l'Inde. Études de cas internationales, documentation sur PIX, Banque centrale du Brésil, système UPI indien, M-Pesa, Kenya, Safaricom. bKash Bangladesh, réforme bancaire ghanéenne, Mercado Pago Amérique latine. Enquête de terrain, 15 agences bancaires visitées à Kinshasa en juillet 2025. 487 plaintes recensées par l'Union des consommateurs du Congo, UDECOM, en 2024. Analyse économique, simulation de banque digitale basée sur les modèles de Time Bank, Afrique du Sud, Equity Bank, Kenya, Kuda Bank, Nigeria,
avec adaptation au contexte congolais. Les chiffres, pourcentages et projections présentés dans ce reportage sont soit directement issus de sources officielles citées, soit calculés à partir de ces sources, soit basés sur des modélisations économiques standards appliquées au contexte congolais.